Bonjour, donc nous allons voir l'examen échographique de la face médiale du coude et on va tout de suite débuter par l'anatomie. Schématiquement, la face médiale du coude se décompose anatomiquement en trois couches. Une couche profonde, osseuse et articulaire, une couche dite intermédiaire, ligamentaire et une couche superficielle, tendineuse. Concernant la couche profonde, l'extrémité distale de l'humérus sur son versant médial, on repère deux structures remarquables, l'épicondyle médial, arrondi et proéminent, et juste au-dessus, une petite crête osseuse, la crête supracondylienne. Concernant la couche intermédiaire, ligamentaire, elle est constituée du seul ligament collatéral ulnaire. Il présente trois faisceaux, un faisceau antérieur qui lui-même est constitué de deux bandes, une bande antérieure et une bande postérieure. Ce faisceau antérieur s'étend de l'épicondyle médial au processus coronoïde. Ce faisceau antérieur assure la stabilité du coude, notamment en valgus. Il existe également un faisceau postérieur qui s'insère sur la face postérieure de l'épicondyle médial et qui s'étend à l'olécrâne et au processus coronoïde. Et enfin, on note un petit ligament transverse qui relie les deux faisceaux précédents, anciennement appelé ligament de Cooper, qui stabilise un peu l'articulation. Concernant enfin la couche superficielle tendineuse, de haut en bas en axial, on peut repérer l'insertion du tendon rond pronateur qui est sur la crête supracondylienne, puis en dessous et en arrière l'insertion du fléchisseur radial du carpe. Enfin, on observe sur l'épicondyle médial l'insertion du tendon fléchisseur superficiel des doigts et en arrière de celui-ci l'insertion du fléchisseur ulnaire du carpe. L'exploration de la face médiale du coude est en fait pratiquée dans trois types d'indications. Les indications osseuses et articulaires, les indications ligamentaires, donc le ligament collatéral ulnaire, et les indications tendineuses, les tendons épicondyliens médiaux. Alors pour ce faire, il est important d'être bien positionné et d'avoir une flexion de coude et une supination. On peut se positionner comme ça sur une petite table face au patient, ce qui a l'avantage de pouvoir faire un examen comparatif, mais d'expérience, c'est souvent inconfortable. Et on préfère souvent allonger le patient en décubitus latéral, comme ceci, le coude fléchi, et comme ça, tout le monde est plus confortable pour débuter l'examen. Donc l'examen commence toujours par le repérage des reliefs osseux. On repère très facilement le relief très caractérisable de l'épicondyle médial qui est arrondi. On se place en coupe frontale, on voit la corticale humérale inférieure et l'interligne huméro-ulnaire qui est parfaitement dégagée ici avec l'olécrâne en regard. On se replace sur l'épicondyle médial qui prend ce caractère arrondi et qui est donc siège de différentes insertions. Et on remonte et on voit l'amincissement ici de cette corticale, caractère plus aigu, qui correspond à la crête supracondylienne, qui est également un siège d'insertion tendineuse. Une fois les repères osseux précisés, ça va nous aider pour faire l'exploration tendineuse. Donc on repère notre épicondyle médial, qui est bien arrondi. On prend le tendon le plus proximal, qui a une jonction myotendineuse très proximale, et qui est donc le tendon repronateur que vous voyez ici, qui s'insère sur cette crête supracondylienne. Vous descendez par la manœuvre de l'ascenseur et on voit apparaître un deuxième tendon qui est légèrement sous-jacent et plus postérieur ici, qui est le tendon fléchisseur radial du carpe. Il est difficile de différencier ce tendon du tendon palmaire quand celui-ci est présent. Vous voyez que ce tendon s'insère un petit peu plus en arrière. On continue la descente et on est cette fois-ci sur le tendon sous-jacent qui lui s'insère pleinement sur l'épicondyle médial, qui a un trajet plus oblique et plus en profondeur, qui est le tendon fléchisseur superficiel des doigts. En arrière de l'insertion du tendon superficiel des doigts, en arrière de l'épicondyle médial, s'insère le tendon fléchisseur ulnaire du carpe, qui est très postérieur et inférieur, et on voit son contact intime avec la partie inférieure du tunnel cubital. Pour terminer l'examen tendineux, il est important d'examiner les tendons en décompression.
Et donc on replace le patient dos à l'opérateur, coude semi-fléchi, avant-bras en pronation. Et dans cette position, on peut explorer les tendons épicondyle médiaux en décompression. Et c'est dans cette situation que l'on pourra appréhender une éventuelle hyperémie Doppler. L'exploration est faite à la fois dans le plan frontal et dans le plan axial. Une fois l'étude longitudinale des tendons faite, on fait comme toujours une étude orthogonale et on voit apparaître une image de V et on voit bien sur cette coupe le caractère superficiel du tendon fléchisseur radial du carpe par rapport au tendon fléchisseur superficiel des doigts qui est en profondeur et qui se dirige encore plus en profondeur. Et pour sensibiliser la manœuvre, pour chercher d'éventuelles fissures, on demande au patient de serrer le poing, ce qui peut démasquer des fissures qu'on ne verrait pas spontanément. Alors dans cette position, le tendon palmaire qui est très difficile à voir, on peut repérer le corps musculaire de ce muscle inconstant qui est toujours très rond et superficiel. Et on revient ensuite vers la crête supracondylienne où on voit son insertion que l'on ne pouvait pas voir précédemment et qui est au contact intime de celle du fléchisseur radial du carpe. Une fois l'exploration tendineuse axiale terminée, on reste dans la même position de flexion du coude et de supination. On repère toujours l'épicondyle médial, ici, et on descend un petit peu et on voit apparaître le faisceau antérieur du ligament collatéral ulnaire, qui lui-même est constitué de deux bandes distinctes. Ici, vous voyez la bande antérieure qui est responsable de la stabilité du coude pour les flexions de 30 à 120 degrés environ. Et on incline légèrement et on voit apparaître un petit peu plus longue la bande postérieure qui est elle responsable de la stabilité du coude pour les flexions au-delà de 120 à 130 degrés. Si vous vous positionnez à nouveau sur l'épicondyle médial, on se positionne cette fois-ci en coupe sagittale par rapport au ligament et vous voyez apparaître le faisceau postérieur qui est tendu entre épicondyle médial et l'olécrâne ici. Et si vous inclinez discrètement la sonde, vous voyez apparaître ce même faisceau postérieur qui est tendu entre épicondyle médial et processus coronoïde. Ces deux ligaments sont reliés par un ligament transverse, l'ancien ligament de Cooper que vous voyez ici. Et donc vous voyez les rapports très immédiats avec la partie inférieure du tunnel cubital. Il constitue le plancher distal de ce tunnel cubital. Donc vous voyez ici sur cet exemple l'insertion du tendon fléchisseur radial du carpe qui est partiellement désinséré. Vous voyez la zone de désinsertion partielle entre les deux calipers. Ici, en position de détente, vous voyez l'hyperémie franche des tendons épicondyles médiaux qui concerne a priori le tendon fléchisseur superficiel des doigts. Et vous voyez en profondeur une formation hyperéchogène arrondie qui correspond à un dépôt d'hydroxyapatite que l'on peut éventuellement ponctionner, comme sur cet exemple, pour pouvoir apporter un traitement au patient. En matière de pathologie ligamentaire, c'est essentiellement le faisceau antérieur du ligament collatéral ulnaire qui est touché, notamment dans les manœuvres de valgus forcé, voire de luxation du coude. Ici, sur cet exemple, vous avez un aspect diffusément épaissi et hypoéchogène du faisceau antérieur du ligament collatéral ulnaire. Sur cet autre exemple, on voit une rupture partielle et distale de ce faisceau antérieur du ligament collatéral ulnaire. Ici, la correspondance en IRM sur cette coupe coronale Stier avec l'œdème périlésionnel et l'aspect épaissi du ligament collatéral ulnaire. Et ici, vous voyez une rupture complète de ce ligament collatéral ulnaire avec ce moignon ligamentaire proximal qui témoigne d'une rupture grade 3. Enfin, on peut observer des aspects de lésions ligamentaires au stade séquellaire, comme dans cet exemple, vous voyez cette petite formation hyperéchogène au sein du ligament, témoignant d'un arrangement ancien, et on est là au stade séquellaire.
Donc je viens de vous montrer, on va dire, le démembrement d'une exploration de la face médiale du coude. Les principales indications sont donc articulaires, tendineuses et ligamentaires. Et vous voyez qu'on peut très bien démembrer ces pathologies, les différents tendons et les lésions du ligament collatéral ulnaire grâce à un examen échographique bien conduit et avec un patient bien positionné. Maintenant, à vous de jouer.